Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Sur Al-Oula, il est 19h. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Nous revenons ce soir sur l'événement de la semaine, l'ouverture de la session d'octobre du Parlement. Une session présidée par Sa Majesté le Roi. Le discours prononcé par le souverain est une véritable feuille de route pour instaurer un modèle de développement en phase avec les attentes de tous les Marocains. Le Festival de la culture soufie souffle sa 10e bougie. Le soufisme à la rencontre des sagesses du monde. La route du soufisme du Maroc vers l'Inde, c'est le thème retenu cette année. Et puis nous parlerons également en peinture, consacrée ce soir à l'artiste Mohamed Mkwar, des œuvres qui expriment l'essentiel de sa mission humaniste. C'est à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat. Nous le disions en titre, l'événement de la semaine, l'ouverture de la première session de la 2e législative de la 10e législature, présidée par Sa Majesté le Roi. Le discours prononcé par le souverain est une véritable feuille de route sur la voie à suivre pour instaurer un modèle de développement en phase avec les besoins et les attentes de tous les Marocains. Le souverain n'a pas manqué de pointer les dysfonctionnements et préconiser une solution selon une approche participative et de responsabilité de la gestion de la chose publique. Souad Nachet. Un discours royal résolument avant-gardiste qui rompt avec toute approche étriquée de l'action publique pour instaurer une politique inspirée des besoins réels des citoyens. Un discours d'orientation où gouvernement, parlement et différentes institutions ou instances concernées sont instamment invités à mettre en place un modèle marocain de développement en phase avec les évolutions sur le terrain et les exigences de tous les jours, le citoyen étant au centre, voire la finalité de toutes les actions publiques. Devant les membres des 2 chambres du Parlement, Sa Majesté le Roi a tracé un cap, fixé des objectifs, établi un diagnostic de plusieurs dysfonctionnements et apporte des réponses précises à des problématiques persistantes. Cette session fait suite au discours du trône dans lequel nous avons identifié les difficultés qui empêchent l'évolution de notre modèle de développement et constaté les dysfonctionnements qui sévissent à tous les paliers de l'administration et au niveau des conseils élus et des collectivités territoriales. Nous ne critiquons pas pour le plaisir de critiquer tout en laissant les choses en l'état. Notre volonté est plutôt de redresser la situation en veillant à rectifier les erreurs commises et à corriger les dysfonctionnements constatés, a notamment souligné Sa Majesté le Roi. Le souverain a fait observer que si le Maroc a réalisé des progrès manifestes mondialement reconnus, le modèle de développement national en revanche s'avère aujourd'hui inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale. Nous invitons le gouvernement, le Parlement et les différentes institutions ou instances concernées, chacun dans son domaine de compétences, à reconsidérer notre modèle de développement pour le mettre en phase avec les évolutions que connaît le pays, a poursuivi Sa Majesté le Roi. Le souverain a noté que, quel que soit le niveau de maturité atteint par notre modèle de développement, il aura toujours une rentabilité limitée s'il ne s'appuie pas sur des mécanismes efficaces capables d'assurer son évolution au niveau local et régional. Voilà pourquoi nous avons constamment appelé à agir avec plus de célérité dans le domaine de la régionalisation avancée, car sa mise en œuvre pleine et entière apportera des réponses tangibles aux demandes sociales, aux attentes en développement qui s'expriment dans les différentes régions du royaume. Le souverain a d'autre part indiqué que le progrès enregistré au Maroc ne profite pas à tous les citoyens. En particulier, il ne touche pas ceux à qui nous vouons une bienveillante sollicitude, nos jeunes qui représentent plus d'un tiers de la population. Sa Majesté le Roi a appelé dans ce cadre à l'élaboration d'une nouvelle politique intégrée dédiée aux jeunes. Axée fondamentalement sur la formation et l'emploi, celle-ci devrait avoir le potentiel nécessaire pour proposer des solutions réalistes aux problématiques réelles des jeunes, notamment ceux qui vivent en milieu rural et dans les quartiers périphériques et pauvres.
Dans la perspective de l'élaboration et de l'adoption de cette politique, le souverain a également appelé à activer la mise en place du Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative. La mission de cette institution constitutionnelle est en effet d'animer le débat sur les questions liées à la jeunesse, d'émettre des avis sur le sujet et d'assurer un suivi de la situation de cette catégorie de la population, a affirmé Sa Majesté le Roi. À l'issue du discours royal, Sa Majesté le Roi a reçu le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, qui a présenté au souverain le bilan des travaux de la Chambre des représentants au titre de la période 2016-2017, ainsi que plusieurs publications de la Chambre. Sa Majesté le Roi a également reçu le président de la Chambre des conseillers, Abdelhakim Ben Chemmeche, qui a présenté au souverain le bilan d'activité de la Chambre des conseillers au titre de la période 2016-2017, ainsi qu'un ensemble de publications. Le souverain a par la suite reçu le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustafa Al-Khelfi, qui a présenté à Sa Majesté le Roi le bilan de l'action gouvernementale au sein du Parlement au titre de la première année législative de la 10e législature, ainsi qu'une encyclopédie sur les relations entre le gouvernement et le Parlement, dont une partie est dédiée au bilan de la 9e législature 2011-2016. L'accélération de la régionalisation avancée, la place centrale accordée aux jeunes et la nécessité de réviser le modèle de développement actuel, une feuille de route établie donc par Sa Majesté le Roi dans son discours. Autant d'idées phares, une vision royale pertinente et réalisable. Mohamed Louahibi, Rachid Latabi, Souad Nachat. Aux grands mots, les grands moyens. Le discours royal annonce l'avènement d'une nouvelle ère de développement, balise la voie et fixe le cap. Une feuille de route royale porteuse de solutions précises, concrètes et réalisables, à même d'enrayer les dysfonctionnements, véritables freins au développement. Un nouveau modèle de développement basé sur la responsabilisation des différents acteurs et la consécration de corréler la responsabilité à la reddition des comptes. Le discours royal confirme ses caractéristiques de sincérité et de fermeté dans la gestion des affaires publiques par une volonté de faire face à tout ce qui est de nature à entraver la mise en œuvre saine du modèle de développement préconisé par le souverain, notamment cette vision novatrice qui s'articule autour de plusieurs axes, dont le renouvellement de la régionalisation avancée et cet appel aux différents acteurs régionaux afin qu'ils assument leurs responsabilités. Il s'agit également de l'intérêt particulier qu'il faut accorder aux jeunes en particulier. La création d'un ministère délégué chargé des affaires africaines annoncée par le souverain. Ce département aura pour mission d'assurer le suivi des projets lancés par le royaume dans le continent et à travers les accords et conventions conclus avec nombre de pays, notamment dans le domaine des investissements. Au niveau national, la création de 2 cellules attachées au ministère de l'Intérieur et des Finances, chargées du suivi, en plus du rôle de la Cour des comptes. Impératif d'un nouveau modèle de développement, d'un changement de mode de gouvernance et d'une nouvelle culture de la responsabilité. Le discours royal apporte des réponses aux maux auxquels le Maroc est confronté. Le modèle de développement ne doit pas se limiter à enrayer la précarité. Il doit également être en phase avec les attentes des jeunes. Le Maroc ayant besoin d'une nouvelle génération d'acteurs économiques capables de relever tous les défis. L'élément humain doit se placer au cœur du modèle de développement voulu par le souverain. Un modèle qui transcende les écueils et les dysfonctionnements dans l'objectif de redresser la situation et aborder l'avenir avec optimisme et sérénité.
La Confédération africaine de football, et là nous parlons sport, confie au Maroc l'organisation de la 5e édition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football, la CHAN, prévue en janvier 2018. C'est ce qu'annonce la Fédération royale marocaine de football. La CAF a choisi le Maroc en raison de ses infrastructures, complexes sportifs, stades d'entraînement, unités hôtelières, hôpitaux et moyens de transport, précise le communiqué de la Fédération royale marocaine de football. Le dossier marocain a été préféré à l'unanimité des membres du comité d'urgence réunis à Lagos au Nigeria aux candidatures équato-guinéenne et éthiopienne qui étaient en lice pour l'organisation de cette compétition disputée tous les 2 ans avec la participation de 16 sélections nationales composées de joueurs évoluant dans les championnats de leur pays. Le 4 octobre, la Fédération royale marocaine de football avait désigné les villes de Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger pour accueillir cette édition qui devait avoir lieu au Kenya. La dernière compétition CAF organisée au Maroc a été la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, qualificative au JO 2012, organisée en 2011 au Grand Stade de Marrakech et de Tanger et remportée par le Gabon. On passe à l'actualité internationale en Somalie. Le bilan de l'attentat au camion piégé à Mogadiscio s'est encore alourdi, passant à 137 morts et plus de 300 blessés. La plupart ont été brûlés au point de ne pas être reconnaissables, affirme la police. Un attentat non encore revendiqué, mais les terroristes somaliens de Chebeb, affiliés à Al-Qaïda, sont pointés du doigt. L'attentat est survenu en milieu d'après-midi hier dans un carrefour situé dans le district de Hodan, un quartier commercial très animé de la capitale avec ses magasins et ses hôtels. Il s'agit du pire attentat ayant frappé la Somalie. En Irak, Bagdad et le Kurdistan irakien se sont donné aujourd'hui une journée de plus pour tenter de résoudre leur crise par le dialogue et éviter tout affrontement armé, alors que leurs troupes massées dans la riche province pétrolière de Kirkouk se font toujours face. Bagdad et le Kurdistan irakien se sont donné donc aujourd'hui une journée de plus pour résoudre cette crise. Les forces irakiennes, gouvernementales et paramilitaires avaient laissé aux Peshmerga jusqu'au milieu de la nuit de samedi à dimanche pour s'en retirer, avaient affirmé les responsables kurdes. Et puis en Syrie, la bataille pour reprendre Raqqa au groupe terroriste autoproclamé État islamique est dans sa phase finale. C'est ce qu'annonce l'Alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis. Raqqa est contrôlée à 90% par les forces démocratiques syriennes. L'Alliance a affirmé dans un communiqué que cette ultime étape mettrait fin à la présence des combattants terroristes dans la ville. D'ailleurs, à la faveur d'un accord conclu la veille, de nombreux terroristes du groupe État islamique ont quitté la ville. L'accord d'évacuation a été conclu alors que les inquiétudes grandissent quant au sort de 8000 civils toujours piégés à Raqqa, dont beaucoup seraient utilisés comme boucliers humains. Et puis le dossier nucléaire iranien. Depuis son arrivée au pouvoir il y a moins d'1 an, le président américain Donald Trump s'est lancé à l'assaut du bilan de Barack Obama. Le sujet d'actualité aujourd'hui est l'accord sur le nucléaire iranien, accord que Donald Trump a remis en cause et refuse de certifier. En réaction, plusieurs pays européens, dont la France, appellent le Congrès américain à ne pas tuer l'accord signé en 2015 entre l'Iran et le groupe des 6, Allemagne, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie, accord qui a permis la suspension des sanctions occidentales contre l'Iran en échange que l'Iran stoppe son programme nucléaire. Retour chez nous et la page culturelle. Le Festival de la culture soufie souffle sa 10e bougie, placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il invite cette année à un voyage à la fois géographique, culturel et symbolique. Initié par l'association du Festival de Fès et de la culture soufie, il est organisé sous le thème « Le soufisme à la rencontre des sagesses du monde, la route du soufisme du Maroc vers l'Inde ». Le reportage est signé Zakaria Mokenbillah. Le Festival de Fès de la culture soufie, un havre de spiritualité et d'ouverture. Des soirées de samah se succèdent sur scène par différentes tariqas, Qadiriya, Darqawiya, Harraqiya et Sqalliya. Cette édition particulière promet un voyage inédit autour de plusieurs pays.
en mettant en exergue le soufisme dans toutes ses tendances. Le Maroc jusqu'à l'Inde représente le monde islamique. Le festival met en valeur la composante essentielle du soufisme dans la vie du musulman. Le soufisme est intimement lié au principe de l'éthique. Sur l'esplanade de Bab el-Makina, la chanteuse Farida Parveen du Bangladesh transporte le public dans le temps, l'espace et la pensée, de l'Andalousie jusqu'à l'Inde. Une poésie dédiée à l'ivresse et à l'amour. Je crois que c'est très important de pouvoir valoriser, exprimer par la poésie, par la musique, par le chant et par la rencontre interculturelle les différentes approches que l'on peut avoir notamment du soufisme. La musique est une langue universelle, c'est le commun de tous les hommes. C'est un facteur d'harmonie et de fusion entre les musiciens marocains et ceux du Bangladesh. كان واحد تسلسل سلس من الأنغام ما بين البنغاليين ما بين المغاربة. Ce patrimoine à la fois historique et vivant exprime à travers des siècles une diversité prodigieuse de cultures et de langues et constitue le cœur même de la civilisation islamique. On passe à présent à toute autre chose, l'avenir de l'architecture de terre et les opportunités de développement durable dans la région du Dar'at Afilalet ont été au centre du forum organisé à Rachidia, initié par la faculté des sciences et techniques de Rachidia et le conseil régional du Dar'at Afilalet. Il a réuni plusieurs experts internationaux. Les techniques de construction en pisé ont été largement débattues et mises en avant. Mounia Marouche. Ces kasbahs et ksours laissés à l'abandon résistant bien que mal à l'usure du temps. Ressusciter ce patrimoine architectural selon les pratiques ancestrales de leur construction est au cœur du programme de ce symposium. Un des grands objectifs de ce colloque, de ce symposium international, c'est de présenter les derniers travaux de la recherche scientifique dans le domaine de la construction en terre, de l'efficacité énergétique, mais aussi dans le domaine de la réhabilitation, du patrimoine architectural. Nous avons eu recours à des spécialistes internationaux, notamment ceux du continent européen, qui ont une expérience de 40 ans dans le domaine des matériaux de construction. C'est une occasion de bénéficier de leur expertise dans la réhabilitation des kasbahs de la région Dar'at Afilalet, qui sont aujourd'hui menacés de tomber en ruine. La disparition des pratiques traditionnelles de conservation rend difficile la restauration de ces bâtis en pisé. Préserver l'authenticité de ces demeures nécessite une grande connaissance des techniques et matériaux traditionnels dans la construction. La terre elle a une valeur très puissante pour un développement durable. Et pour cela, ce n'est pas que les matériaux dont on veut parler, c'est que les matériaux il est associé à des cultures constructives et qui regroupent tous les savoirs et toute l'intelligence collective développée pendant des siècles, et très technique, très développée, très puissante. Impulser un nouveau souffle à ces splendides bâtisses sans qu'ils soient dénaturés est l'un des projets phares du programme Patrimoine et Héritage. Il s'inscrit dans le cadre du tourisme culturel défini par la vision 2021, élaborée par le ministère de tutelle. Page picturale à présent, dans ses œuvres, l'artiste s'attaque à ce qu'il y a de plus dense et de plus permanent. Il réduit les volumes au strict minimum avec une peinture de surface mouvante. Il s'agit de Mohamed Mkwar qui expose ses œuvres à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat. À travers ses œuvres, l'artiste exprime l'essentiel de sa mission humaniste. Ahmed Ben Khadija et Zakaria Moukhenbil.
L'artiste peintre Mohamed Mekouar présente des œuvres où le thème du corps est décliné sous différentes représentations. Ce sujet favori de l'artiste est revisité à travers l'angle des relations sociales et la lutte de tous les jours. Questionner le corps et son entourage, dévoiler ses expressions, tel est l'objectif de ce travail. Ce que je veux transmettre à travers cette exposition est symbolisé par les traits qu'on voit sur les corps. Ces traits sont parfois des mots incomplets. J'ai choisi cette représentation parce que les mots n'ont plus de sens pour nous. Les tableaux de style non figuratif utilisent des couleurs claires qui inspirent la gaieté et l'optimisme. L'artiste se considère comme un individu qui partage les problèmes de la société. Une très belle exposition de notre ami Mekouar qui a réussi à travers cette splendide exposition à nous épater, notamment en jouant sur les 4 éléments, la terre, l'eau, le soleil, bien qu'il ne soit pas apparent, on le voit à travers les éclairages. Avec à son actif une dizaine d'expositions individuelles et collectives, Mohamed Mekouar dispose d'un parcours riche et diversifié. L'artiste se dit influencé par des peintres marocains tels Jilali Gherbaoui ou Ahmed Sharqawi. Un petit mot de météo à présent, il a fait très chaud ces derniers jours. Et bien pour demain, les prévisions, un rafraîchissement des températures maximales avec tout de même un temps assez chaud sur le Souss et les provinces du Sud. 33 à 39 degrés sont prévus sur le Souss et l'ouest des provinces du Sud. 28 à 33 sur les plaines et les côtes atlantiques nord et le centre, le Seis, le sud-est et l'est des provinces du Sud. Et puis 18 à 23 degrés sur les reliefs, les hauts plateaux orientaux et l'ouest de la Méditerranée. Voilà, c'est avec cette page météo que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur le Oula, 21h. Une excellente soirée.